Dans le Sahel est de retour avec le débat du mois de novembre. Nous allons mettre l'accent dans ce débat sur ce qu'on peut retenir de la lutte antiterroriste au Sahel après le retrait des forces étrangères, notamment des forces françaises. Et pour en discuter, nous avons en ligne deux personnes, une à Ouagadougou et une autre à Paris. Je vous les présente tout de suite. Mohamed Maïga, analyste des questions sécuritaires, chef du cabinet Alibert Conseil. Vous nous parlez de Paris. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Issoufou Ouedraogo. Vous êtes journaliste à Libre Info au Burkina Faso. Bonjour et merci pour l'invitation à ce débat. Nous allons entrer dans le vif de ce débat dans quelques instants. Je rappelle que Dans le Sahel est produit avec le soutien de la fondation Open Society. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons donc ce débat. Depuis que les forces étrangères se sont retirées du Sahel central, les régimes militaires en place ont pris à bras-le-corps le problème de la lutte antiterroriste, avec notamment l'extension de leur spectre en termes de partenariat stratégique et militaire. Et dans ce cas de figure, on voit l'apparition de la Russie qui, depuis un moment, est au Mali à travers la milice Wagner. Wagner qui est signalé dans d'autres pays du Sahel central, mais jusqu'ici, pas de preuve officielle de l'intervention de Wagner dans ces deux autres pays. L'approche utilisée par les militaires est-elle opérante? C'est la principale question à laquelle nos invités vont répondre. Et tout de suite, nous démarrons avec cette question à Issoufou Ouedraogo, le Burkina Faso. C'est l'un des pays qui a montré sa volonté d'en finir avec le terrorisme, avec notamment le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se montre à chaque sortie, se montre un peu plus menaçant, un peu plus virulent à l'endroit des groupes armés terroristes à qui il promet le chaos et la mort. Alors, quel bilan on peut faire depuis que le détachement français qui était stationné à Ouagadougou pour appuyer la lutte antiterroriste est parti? Je voudrais d'abord rendre un vivant hommage à nos forces combattantes burkinabè qui font un travail formidable sur le terrain. Revenant à votre question, je pourrais dire que le retrait des troupes françaises a trois conséquences positives, à mon avis, au Burkina Faso. La première, il faut dire que cela a d'abord obligé notre pays, nos présidents qui hésitaient à diversifier les collaborations, à aller réellement vers d'autres pays, vers d'autres partenaires qui ont accepté réellement les donner du matériel. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il faut reconnaître que cela a permis quand même à réajuster certaines choses et à insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme. Je veux pour preuve, quand vous prenez par exemple le recrutement par exemple des VDP au Burkina Faso, qui est genre comme C'est supplétif l'appui par qui exemple. appuie l'armée, c'est civil qui appuie l'armée dans la lutte antiterroriste. Justement, parce que quand vous regardez le recrutement, le gouvernement avait lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie, mais après ce lancement, le gouvernement a eu presque le double. Ça veut dire que ce qui montre que le retrait des forces françaises a sonné la mobilisation générale contre le terrorisme au Sahel. Donc, partant par exemple de ces deux éléments et de ces deux hypothèses, je peux dire par exemple que le retrait des troupes françaises a insufflé une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme. Mohamed Maïga, on sait qu'au Sahel, il y avait des accords entre l'armée française et les armées nationales, notamment dans ce qui concerne le décollage, par exemple, des avions. Un avion ne peut pas décoller sans que Paris ne donne, par exemple, son feu vert. Idem pour d'autres types d'opérations antiterroristes. Depuis le retrait de la France, est-ce que le fait que les États du Sahel central, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, disons, les coups des franches pour pouvoir opérer, pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que cela a eu un impact sur la qualité de la lutte antiterroriste? Si oui, quel impact? Il faut saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette lutte contre le djihadisme et le terrorisme au Sahel. Pour répondre à votre question, je commencerai par préciser un élément très important qu'il ne faut pas oublier dans tout ça.
La souveraineté des États est un principe international qui doit être respecté. Qui doit être respecté un peu partout et que ce principe-là ne peut pas faire l'objet de contrats dans la forme qu'on a vu en fait précédemment au Mali, justement, sur cette question-là des avions qui peuvent décoller, qui peuvent ne pas décoller. Il faut rappeler cela. Il faut rappeler mais il faut pas oublier le contexte dans lequel c'est arrivé. C'est pour dire que c'est aussi un aspect important, c'est une leçon. Pour les régimes politiques dans les pays du Sahel, pour dire que sur cette question de la souveraineté, ça commence un peu sur ces types de contrats et d'accords sur lesquels il faut être regardant, sur lesquels il faut être responsable. On peut pas sous-traiter certaines actions qui sont qui répondent de l'ordre de la souveraineté de l'État et de l'intégrité du territoire. Pour moi, c'est déjà une base importante pour commencer à parler de ce sujet. La question du maillage et de la présence des militaires sur l'ensemble de ces territoires est également liée à ce premier élément-là. Et à cela, il faut préciser que il y a eu des changements effectivement, parce que quand on a un maillage qui est sous-traité, un maillage qui est sous-traité, mais légalement, il faut le dire, sous-traité légalement, parce que c'est un accord, c'est une résolution des Nations Unies, c'est des accords bilatéraux qui ont permis à la France d'occuper en fait certaines parties du territoire et l'ONU également d'être refermée de certaines parties du territoire à un moment donné. Mais bien sûr que oui, le départ des forces étrangères et de l'ONU sur certains territoires, notamment au Mali, a permis effectivement aux armées nationales d'occuper certaines parties. Pas toutes, mais certaines. C'est un élément très important pour une armée, ne serait-ce que d'ordre de la confiance en soi, de la confiance aux armes et aux moyens qui sont disponibles. Ça amène un impact au niveau de la vision de ce qu'on veut faire des armées. Il y a un ensemble de points d'éléments qui ont changé avec les départs. Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Là, c'est une analyse assez complexe qui ne pourrait se résumer à un oui ou un non. La capacité aujourd'hui de couverture des territoires dans ces zones-là par les armées nationales est pour moi en fait acceptable. Issoufou Ouedraogo, au Burkina Faso, on sait que acquérir du matériel de pointe et être en mesure de répondre un peu comme la France répondait sur le plan de la technicité en cas de menace ou bien d'urgence par rapport aux groupes armés qui perturbent la quiétude du Burkina Faso. C'était une priorité du capitaine Ibrahim Traoré. Des efforts ont été faits, des hélicoptères, des drones qui ont été acquis. Aujourd'hui, les groupes armés ont un peu chaud avec les opérations de drones, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que le niveau de technicité que la France apportait au Burkina Faso dans la lutte antiterroriste, ce niveau a été atteint depuis que le Burkina a pris ses responsabilités? Oui, il faut dire que vraiment, on peut dire que les terroristes sont encore très chauds parce que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il y a une nouvelle dynamique qui a été insufflée. Il faut voir que c'est le seul pays où on compte encore plusieurs BIR. Ça veut dire que c'est des brigades d'intervention très rapides, dotées d'une capacité de réaction très puissante, très rapide et très forte. Et c'est comme vous étiez en train de le souligner, puisque la nouvelle politique que voulait instaurer le capitaine, c'est quoi? C'est doter réellement à nos forces de défense et de sécurité de matériel adéquat, de matériel de pointe de dernière génération pour permettre à nos soldats de ne plus être dans l'attente, mais d'être plus dans l'offensive, c'est-à-dire c'est nos forces de défense et de sécurité qui vont même aller chercher les terroristes. Pourtant, avant, on était comme dans une sorte d'attente où c'est les terroristes qui venaient nous menacer, mais actuellement, c'est nous partons déloger les terroristes, c'est nous partons chercher les terroristes.
Donc, dans cette nouvelle dynamique, effectivement, il y a eu du matériel qui a été acquis. Il y a encore du matériel qui est en train d'arriver. Surtout avec les drones, on a quand même arrivé à récupérer quand même des zones qui étaient impraticables pratiquement. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec la nouvelle dynamique instaurée par le capitaine Ibrahim Traoré avec toute l'équipe, je pense que maintenant, on est en train réellement d'assister à une armée qui monte en puissance, comme disent les militaires. Et la preuve en est qu'actuellement, il y a des zones, il y a 2 ans en avant, on ne pouvait pas y arriver, mais actuellement, avec cette nouvelle dynamique, avec la multiplication des brigades d'intervention rapide, la nouvelle dynamique insufflée est en train de porter fruit. Et je pense que c'est dans toujours... C'est toujours ce que vous dites, si l'on s'en tient à l'indice mondial du terrorisme de 2024, le Burkina Faso fait partie encore des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Les avis sont divergents. Mais moi, je suis au Burkina. Moi, j'ai des informations peut-être que certains organismes n'ont pas. Chacun y va de ces indices d'informations pour faire ses calculs ou pour faire ses rapports. Moi, je m'en tiens à ces rapports officiels des autorités burkinabès qu'on a le plus souvent. Donc, pour moi, en me basant réellement sur les informations officielles de nos autorités, je pense que nous sommes en train quand même de retrouver quand même cette force d'entente qui manquait à l'armée. Et sur le terrain, il y a des zones qui ont été récupérées, il y a des populations qui sont réparties, s'installer, il y a des populations qui ont cultivé cette année. Et si je m'en tiens à ça, je pense que la nouvelle dynamique du capitaine, du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de porter ses fruits. La liberté de la presse n'est pas quelque chose qui est consacré au Burkina Faso. On a entendu le capitaine Ibrahim Traoré dire, par exemple, qu'un journaliste qui doit faire une publication, si cela ne renforce pas l'esprit de la lutte antiterroriste, ce n'est pas la peine. Oui, c'est sa façon de voir les choses, parce que nous sommes dans une situation aussi difficile. C'est pas une situation dans laquelle la pratique du journalisme était comme avant. Aujourd'hui, c'est la nation tout entière qui est menacée. Et les journalistes ne sont pas ex nihilo. Certes que on a nos règles de travail, mais si le premier responsable du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, trouve que nous devrons peut-être travailler à préserver la vie de la nation, je pense qu'on peut s'inscrire dans cette dynamique. Mais cela aussi ne veut pas dire qu'on doit passer notre temps à chanter les louanges de quelqu'un, à chanter les louanges, par exemple, d'un système. Non, là aussi, c'est aller à l'encontre, en déphasage des règles, des principes déontologiques et éthiques du métier. Et je pense qu'on ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Ici, peut-être que c'est des positions ou des informations peut-être qui peuvent toucher, par exemple, une institution comme l'armée, qui quand même fait un travail formidable, il faut le reconnaître, mais qui n'empêche pas aussi le journaliste d'avoir une autre lecture de la manière de faire les choses. Mohamed Maïga, Reporters sans frontières, estime qu'aujourd'hui le Sahel devient un trou noir de l'information. Est-ce que c'est un constat qui peut un peu entacher le bilan de la lutte antiterroriste après le retrait des forces françaises et étrangères, quand on sait que tous les incidents ne sont pas remontés, par exemple? J'entends les propos de M. Ouedraogo. Je comprends, je comprends. En tant qu'analyste, je pense que je verrais les choses d'une autre façon. Le journalisme est forcément une activité, une profession qui, en fait, n'aurait de sens que dans un contexte, sur un territoire. Ça, c'est vrai. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est sur des territoires où, effectivement, c'est difficile de pratiquer le journalisme. C'est difficile de pratiquer le journalisme parce que le cadre déontologique du journalisme se trouve mis en difficulté par rapport à quelque chose d'assez, par rapport à un contexte assez complexe et un contexte qui est sans doute loin d'être aussi évident que ça. Mais cela n'empêche que je pense qu'il faut garder en tête que seul l'indépendance de certains organes, même si ça s'avère un peu une indépendance entre parenthèses, même si c'est une indépendance de forme,
même si c'est une indépendance de principe, ça permet un peu d'amener en fait de la lumière. Et la lumière un peu importante. Et ça n'empêche pas en fait au journalisme de comprendre et de porter le contexte actuel de façon sereine et de façon pertinente. Et je pense que les autorités au Sahel, de façon globale et pas forcément au Burkina Faso uniquement, ce serait intéressant que ces autorités accordent un peu plus de regard sur la nécessité d'éclairer le contexte actuel. Bien évidemment, en tenant compte du contexte, parce que le contexte actuel n'est pas forcément un contexte qui peut être favorable à cela. Pour répondre à votre question, je continue un peu dans la logique de ce que j'ai dit tout de suite. Je ne suis pas journaliste, je suis analyste sur le Sahel. Et dans ce sens-là, je dirais effectivement que beaucoup d'efforts devraient être faits par les autorités sahéliennes sur le sens à donner un peu à la presse et la place à donner à la presse en fait dans ce contexte-là, parce que ce n'est pas un contexte évident. C'est un contexte qui comporte beaucoup d'aspects, d'éléments de complexité. Et il faut que la presse vive dans ce contexte-là pour l'intérêt de ces pays-là, pas pour l'intérêt de quelqu'un d'autre, mais pour l'intérêt de ces pays-là, pour l'intérêt des populations, pour la compréhension des autorités de ce qui se passe autrement, mais pas sur le terrain. Parce que toutes les opérations ne se passent pas, de la lutte contre le terrorisme ne se passe pas sur le terrain. Parce que tout le monde n'est pas militaire. Et que la presse a une place réelle et qu'il faut redonner à la presse cette place-là pour que la presse puisse continuer, que les journalistes puissent continuer en fait à travailler, mais tout en tenant compte de ce contexte. Dans le Sahel, c'est le débat. Nous marquons une courte pause. De retour dans ce débat, le débat du mois de novembre avec ce thème qui s'intitule En une question, quel bilan de la lutte antiterroriste au Sahel central après le retrait des forces étrangères? Et je suis avec Mohamed Maïga, analyste des questions sécuritaires et chef du cabinet à Liber Conseil. Issoufou Ouedraogo, journaliste à Libre Info au Burkina Faso. Issoufou Ouedraogo, du Niger au Mali en passant par le Burkina, le souhait des populations, c'est que ces militaires qui ont pris le pouvoir parviennent réellement à sécuriser les trois pays. Alors, le constat, d'après certains chercheurs, et d'après aussi des enquêtes journalistiques que moi-même, par exemple, j'ai eu à mener au Sahel central, il se dégage que les armées ne sont puissantes et présentes que dans des centres urbains, en tout cas là où elles le peuvent. Et pour ce qui est de la zone rurale, c'est une autre paire de manches. Et que c'est dans ces zones rurales-là, par exemple, que les groupes armés non étatiques prospèrent. Est-ce que c'est un point sur lequel les États du Sahel central doivent travailler pour améliorer le bilan de la lutte antiterroriste après le retrait des forces étrangères? Sur cette question, je suis parfaitement d'accord avec vous parce que c'est dans ces milieux reculés, dans ce milieu-là, qui vraiment on a encore besoin beaucoup d'attention et beaucoup de sécurité pour nous. On vient là-bas et il y a un problème de sécurité. C'est ces personnes qui sont dans ces zones-là qui se déplacent pour venir vers les centres-villes. Et ça crée vraiment des difficultés parce que d'abord, la prise en charge de ces gens pose problème. Donc, partant de ces hypothèses-là, on peut dire que réellement, ces trois pays-là devraient encore redoubler d'efforts. C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait dans ces zones reculées, mais allant dans votre sens, je dirais encore que les autorités doivent encore redoubler plus d'efforts dans ces zones-là pour permettre quand même à ceux qui vivent là-bas de se sentir en sécurité, de stabiliser par exemple la sécurité dans ces zones-là, pour les permettre quand même de vaquer à leurs occupations et de faire les travaux champêtres qu'ils avaient l'habitude de faire. Je vous repose la même question aussi, Mohamed Maïga. Présence très forte remarquée dans les centres urbains, mais dans la périphérie, dans les zones rurales, c'est un autre problème. Oui, bon, je rejoins Monsieur Ouedraogo sur l'analyse. Il y a un effort à faire. Il y a un grand effort à faire sur le rééquilibrage, un peu à ce niveau-là. Ce rééquilibrage va devoir passer un peu par
voilà, par ce repeuplement qui est un peu lié davantage à la sécurisation des villes et des zones rurales. Ces repeuplements, en fait, est foncièrement, à mon avis, lié d'abord à la sécurisation. Parce que là, on parle effectivement des politiques, on a une politique de défense qui est en cours au niveau des États de l'AES. Cette politique de défense au niveau des États de l'AES doit à un moment donné comporter un aspect beaucoup plus important sur la sécurisation des villes. C'est pas la même chose, c'est pas la même logique, ce n'est pas les mêmes préalables, ce ne sont pas les mêmes objectifs, et on doit un peu revoir cet aspect-là pour que on puisse un peu penser à un moment donné au repeuplement, ensuite à la logique de production dans les zones rurales, et parce que cette production dans les zones rurales, elle est très très importante pour l'économie de façon microéconomique et de façon macroéconomique, parce que on sait que nos États sont des États d'abord qui consomment localement quand on parle du niveau rural. Donc il faut qu'il y ait une dimension sécurisation qui émerge de façon plus importante au niveau des États de l'AES. Ça, c'est colossal. Alors, je voudrais bien vous entendre, chers invités, sur ce dernier point, avant qu'on ne puisse mettre fin à ce débat. La question de la formation des unités d'élite. On sait que la France était très engagée dedans et que les forces européennes aussi, un peu comme les forces allemandes et d'autres nations, étaient engagées à fond dans la formation des militaires au Sahel central. Aujourd'hui, toutes ces forces se sont retirées. Est-ce que vous pensez que les États du Sahel central sont-ils aujourd'hui mieux aguerris pour pouvoir assurer le défi de la formation des unités d'élite des armées? Je commence par Issoufou Ouedraogo. Oui, je peux dire qu'actuellement, avec la diversification des partenaires, je pense qu'on a toujours quand même une fenêtre avec d'autres pays qui permettent quand même de former nos militaires d'élite. Et quand on prend par exemple un pays comme la Turquie, un pays comme la Russie, c'est des pays aussi qui ont l'expertise pour apporter quand même un plus à nos soldats d'élite. Et quand on regarde peut-être la collaboration avec les États du Sahel, je pense qu'il y a un pan quand même qui s'intéresse à cette formation. Je pense qu'au Burkina, de façon officielle, je pense qu'il y a des militaires qui sont allés en Russie pour se former. On a des militaires qui sont allés en Turquie pour se former. Et je pense que ça reste dans ce cadre de coopération-là pour permettre quand même à nos militaires d'élite aussi d'avoir l'expérience pour être mieux aguerris sur le terrain. Je pense que le départ des troupes européennes ou d'autres coopérants ne peut pas empêcher quand même qu'on puisse avoir d'autres partenaires qui permettent à nos forces d'élite aussi d'avoir cette formation-là pour être encore plus aguerris sur le terrain. Je pense que c'est que, par exemple, on n'avait pas avec l'ancien partenaire, il y a d'autres partenaires qui sont prêts à nous offrir et qui ont peut-être même amené des équipes même dans ces pays de l'AES là pour faire la formation à l'état brut sur le terrain, parce que souvent aussi c'est pas dans le même contexte, c'est pas dans le même milieu. Je pense que c'est cela aussi qui permet de travailler avec nos soldats sur le terrain réel, avec les conditions réelles du terrain. Et sur ce plan, je pense que les trois pays quand même, avec des nouvelles autorités qui ont de la nouvelle vision, s'inscrivent aussi dans cette dynamique. Et je pense que avec d'autres pays, cette coopération se poursuit et qu'on a de plus en plus des soldats d'élite mieux aguerris sur le terrain. Mohamed Amaïga. Oui, bon, je mets quand même le préalable économique. Hein. Je mets le préalable économique et le préalable de la stabilité politique, hein, du retour d'une certaine forme de compromis politique, parce que je pense que on a vu effectivement, on a compris, on voit la nécessité absolue en fait que y ait une continuité dans la formation
dans la formation des armées, qu'il y ait une nécessité absolue dans la formation, pas que des armées, mais également de l'administration sécuritaire dans les zones sahéliennes. On sait également qu'il faut continuer à renforcer au niveau des équipements. Ça, ce sont des éléments d'actualité qu'on connaît et sur lesquels je pense effectivement qu'il y a une nécessité absolue, qu'il y ait une continuité. Par ailleurs, il faut savoir que nos pays ne sont pas stables. Nos pays ne sont pas stables. Et on parle de tout cela sur la durée dans des pays qui sont stables. Et cette stabilité, pour moi, passe d'abord par des logiques de compromis au niveau politique. Il faut qu'il y ait une certaine stabilité économique, une certaine stabilité politique, qu'il y ait un dialogue franc, un dialogue constructif qui au moins qu'on verrait au moins émerger dans les États du Sahel. Que cela ne soit pas seulement un dialogue de façade, mais que ce soit réellement un dialogue voulu, que ce dialogue-là puisse permettre en fait de calmer un peu tout cela, et qu'il y ait également des réponses économiques et sociales, puisque en fait ce sont ces éléments-là qui vont un peu permettre de penser que dans les États du Sahel, il y ait en fait sur la durée de la formation avec les partenaires. Sur la question des partenaires, je pense que tout a été dit là-dessus par Ouedraogo. Il y a des partenaires de choix qui ont été faits. Ces partenaires de choix aujourd'hui répondent favorablement, mais encore une fois, on est dans un jeu géopolitique assez tentaculaire et assez mutant, et que voilà, nos États doivent aussi en fait garder à l'œil en fait toute cette dynamique internationale qui est très mouvante et qui en fait n'est pas stable. Et on émerge malheureusement dans tout cela, et que la crise aujourd'hui dans les États du Sahel n'est pas une crise circonscrite au Sahel. Donc, globalement, en conclusion, je pense que la question de la formation et de la poursuite de la formation et de l'efficacité des actions de terrain des armées doit être en fait quelque chose qui, sur la durée, est analysé, est appréhendé par le biais de la stabilité politique, de la stabilité économique, des réponses aux problématiques sociales, et également un regard beaucoup plus affiné et beaucoup plus continu sur les dynamiques actuellement en cours dans le monde. Dans le Sahel, le débat, c'était celui du mois de novembre, et le thème que nous avons retenu, c'est quel bilan au Sahel central après le retrait des forces françaises et étrangères. Et j'étais avec Issoufou Ouedraogo, journaliste à Libre Info. Merci à vous, Libre Info Burkina Faso. Mohamed Maïga, analyste des questions sécuritaires, chef du cabinet à Libre Conseil. Et chers auditeurs, nous retenons à l'issue de ce débat que nous avons parlé de la capacité des armées sahéliennes à assurer, après le retrait des forces étrangères, leur technicité face aux défis de la lutte antiterroriste, leur capacité à assurer un maillage du territoire national, leur capacité aussi à permettre aux journalistes de faire leur travail dans un contexte sécuritaire assez volatile et assez tendu. Et on a fini par parler de la question de la formation que ces forces étrangères-là assuraient aussi, comment ces États peuvent s'en sortir avec ce vide qui a été créé. Vous avez entendu nos invités là-dessus. Une fois de plus, merci à vous deux, chers invités. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Débat à retrouver sur notre site wadr.org quand vous voulez garder la forme. Salut.